mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Je crois que nous sommes en live. On peut me confirmer en régie si tout est OK? Ben oui, nous sommes en live et c'est un bonheur. Quel plaisir, fierté d'être avec vous pour cette cérémonie de remise de diplôme de doctorat de l'Université de Lorraine, promotion 2019-2020. Alors, une année 2020, on ne va peut-être pas y revenir, on le sait, qui a été insolite et inédite, une année qui restera marquée, je pense, dans nos mémoires, mais dans la difficulté, moi c'est ce que je dis toujours, dans la difficulté, il y a toujours du très positif et on grandit. Et de cette année si différente et si inédite, eh bien c'est une année, je le pense, en 2021, qui sera certainement pas simple, mais en tous les cas, que nous allons mener avec beaucoup de recul, d'expérience aussi par rapport à ce qu'on a vécu, et une année finalement très innovante. Et on a beaucoup travaillé en technique, en tous les cas, dans nos métiers de l'audiovisuel et de la communication, sur des nouveaux concepts, avec des plateformes, et c'est le cas aujourd'hui. Donc bienvenue à vous toutes et à tous, à la fois dans cette salle, d'ailleurs magnifique salle d'honneur ici, dans cette très jolie ville de Nancy, salle d'honneur de l'Université de Lorraine. Et vous allez voir que, puisqu'on parle d'innovation, vous allez vous en rendre compte tout au long de ce moment assez exceptionnel, il y aura une partie musicale, et je vais vous demander d'ailleurs, pour jouer avec nous, parce que ce sera un moment ludique qui sera bien agréable, mais aussi pour poster des photos, des commentaires, si vous avez quelque chose à dire sur quelqu'un qui reçoit le prix de thèse, sur les doctorants. Eh bien, regardez, voilà, l'application c'est bicast.live, et je note, c'est la session 62JS. Je répète, bicast.live, session 62JS. Quand vous avez photographié, eh bien, ce logo, vous allez être directement avec nous de façon virtuelle, mais en même temps instantanée, donc c'est ça qui est fantastique, et on va pouvoir communiquer toutes et tous ensemble. Il y aura d'ailleurs, donc je le précise côté musique, un blind test qui sera proposé avant chaque remise de prix, et puis je pense sincèrement que sur les différentes vidéos que vous allez pouvoir regarder de tous les doctorants de cette promotion, de ces deux promotions 2019-2020, vous pourrez réagir sur un de vos amis, une connaissance. Je trouve cette interactivité qui est franchement très agréable et qui rend la manifestation, même si elle est digitale et virtuelle, qui la rend beaucoup plus chaleureuse. En tous les cas, cette grande dame de 5 siècles, qui est votre université de Lorraine, eh bien c'est celle de tous les savoirs, de toutes les formations, et c'est naturellement que je vais inviter son président, Monsieur Pierre Mutsenart, s'il vous plaît. Et nous... Voilà, on enlève le masque, on a respecté distanciation, vous le voyez, on a mis les masques en répétition, on a mis les masques tout le temps, sauf que là, on peut les enlever. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, quelle magnifique, effectivement, université riche de valeurs, de savoir. Franchement, vous avez beaucoup de chance. Oui, on a beaucoup de chance tous collectivement. On a une université qui couvre tous les domaines. Vous avez là le diamant qui représente le doctorat et les 8 écoles doctorales, et qui témoigne de toutes les disciplines qu'il y a à l'intérieur de l'université, et on en a beaucoup dans tous les domaines, qu'ils soient scientifiques, expérimentales, sciences humaines et sociales, droit et conjonction, arts, lettres, langues, santé. Donc tous les domaines sont couverts, et ça fait la richesse des doctorats qu'on va voir là et la richesse des docteurs que l'on forme. Alors, malgré, effectivement, je l'ai dit, une année qui a été inédite l'année passée, on avait remis cette cérémonie, et finalement, dans un contexte particulier, eh bien, vous êtes encore plus innovant, vous aussi. Oui, il nous a fallu être innovants avec les gens des médias pour trouver de nouveaux formats, et pour poursuivre quand même quelque chose qui est important pour les docteurs qui nous regardent et les doctorants qui nous regardent, c'est cette reconnaissance qu'on leur doit, parce qu'on est très fiers d'eux. J'espère qu'ils sont très fiers de l'université, qui nous suivent là, du coup, certes à distance, mais de l'endroit où ils sont, et qui doit être à peu près partout dans le monde, et je pense que les exposés des directeurs d'écoles doctorales le démontreront, et on est vraiment très fiers d'eux. Ils font partie de nos alumni, ils font partie de nos anciens, et il aurait été dommage de les laisser partir malgré ces événements à l'extérieur sans avoir ce moment, ce témoignage de gratitude, je crois, pour l'établissement qui les a fait docteurs, mais de gratitude pour eux qui ont obtenu ce diplôme. Je dirais même, je rajouterais, Président, qu'en fait, dans ces moments insolites et délicats, difficiles, cette fierté d'appartenance à votre université, eux vis-à-vis de vous et vous vis-à-vis d'eux, je trouve que c'est très fort, et ce sont des sentiments. Quand je parlais d'essentiel qui était revenu par rapport à une année inédite, je le pense sincèrement.
Tout à fait. Il faut trouver, surtout en cette période où la solitude nous gagne un peu, on l'entend pour l'ensemble de nos étudiants, on l'espère pas pour nos docteurs et pour nos doctorants, mais on est quand même dans des... Voilà, tous un peu seuls devant certains écrans, de retrouver des canaux de convivialité, bien sûr, qui ne sont pas les mêmes, et qui nous permettent d'échanger, d'être ensemble et de faire partie d'une forme de famille. Le lien, c'est sacré. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne cérémonie. Merci, Président. Je vais demander au vice-président de l'université de me rejoindre, à la fois Clotilde Boulanger et Frédéric Villieras. Clotilde Boulanger, qui est vice-présidente déléguée au doctorat, et Frédéric Villieras, qui est vice-président du conseil scientifique. Bonjour à tous les deux. Le temps de vous donner des micros désinfectés à chaque fois. Merci à toute l'équipe technique d'ailleurs. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, un point phare, c'est le maintien des thèses, malgré tout le contexte que l'on connaît. C'était votre priorité. C'était la priorité au printemps, parce que arriver au bout de ce long parcours d'efforts correspondait à un objectif essentiel pour les doctorants. Et donc, nous avons organisé très rapidement, en fin mars, début avril, des soutenances en visioconférence. Tout était dématérialisé, ça s'est bien passé, ça s'est facilement mis en place? Alors après une petite période de tâtonnement évidemment, puisqu'on découvrait quelque chose de nouveau, oui, ça s'est bien passé et nous avons réussi à faire soutenir un nombre de thèses identiques aux années précédentes. Bravo. Et donc je tiens à remercier particulièrement l'appui logistique administratif de la Maison du Doctorat et de l'ensemble de son personnel. Très important. Alors justement, un mini-site événementiel pour cette promotion Docteur 2020, enfin 2019-2020 d'ailleurs. Alors comme ça a été signalé, il a fallu innover. Au lieu de l'annuaire papier, nous avons défini un site dédié au doctorat, aux docteurs à la promotion 2019-2020. Et nous avons donc listé par école doctorale l'ensemble des promus de cette année. Et le lancement de la plateforme Alumni, c'est pas rien aussi? Ah bah c'est pareil aussi, ça fait partie du dispositif. Comme le disait le président, nous souhaitons garder des liens avec nos doctorants qui sont des forces vives de notre travail de recherche pendant leur diplôme de doctorat. Mais voilà, c'est un dispositif important, ça permet d'avoir des activités avec eux. On les invite tous à découvrir cette nouvelle plateforme et à s'inscrire sur cette plateforme pour amplifier cette démarche d'alumni doctorants de l'Université de Lorraine. Donnez-nous les précisions sur la plateforme. On tape simplement, c'est Alumni, c'est tout? Vous allez sur le site du doctorat de l'Université de Lorraine et vous trouverez le chemin pour aller sur les alumni. Oui. Le chien aussi. Qui vous donnera du chien, enfin du peps et du tonus, certainement. On peut vous applaudir, c'est bien, vous commencez fort. Bravo. Merci à tous les deux. Je vous le rappelle, bicast.live, 62JS, c'est vraiment, vous devez vous connecter là tout de suite. Bienvenue d'ailleurs à celles et ceux qui peut-être le font instantanément. On est ravis de vous avoir et d'ailleurs on va jouer dans quelques instants. Et on va ouvrir officiellement cette cérémonie de remise des diplômes de doctorat de l'Université de Lorraine. Je rappelle, promotion un peu particulière 2019-2020. Nous allons accueillir les directeurs, directrices des différentes écoles doctorales récompensées et donc on va jouer, vous proposer en fait un petit morceau de musique et vous essaierez de découvrir interprète le titre de la chanson en quelques secondes. Il y aura, pour vous aider aussi, 3 propositions. Ce qu'il est bon de rappeler, c'est que votre université de Lorraine enrichit chaque jour le champ des connaissances dans tous les domaines de la science en faisant dialoguer les disciplines et les savoirs, car rappelons-le, votre charte des valeurs, c'est véritablement l'universalité. Eh bien, j'accueille le directeur de l'école Biose, c'est-à-dire Biologie, Santé, Environnement, monsieur Patrick Menu. Patrick Menu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Le jour J, moins 4, moins 3, et on y est. Je suis très fier qu'aujourd'hui, on puisse célébrer ces journées de jeunes docteurs qui ont, au cours de ces deux dernières années, ou qui n'ont pas été félicités. Oui. Et donc, ça fait très plaisir de pouvoir organiser ou participer à cette organisation. Exactement. Vous pouvez, et la régie me le donnera aussi, poster des selfies, vous pouvez envoyer des commentaires ou peut-être des questions aux personnes, aux directeurs, directrices des écoles doctorales, avec grand plaisir. Alors, vous allez découvrir aussi au fur et à mesure, sur les écrans, les noms de tous les doctorants de l'école doctorale et de votre école récompensée. Mais d'abord, j'aimerais bien que vous nous présentiez justement votre école Biose. Dites-nous. Alors, Biose, en quelques mots. c'est une école qui
regroupe les doctorants en biologie et en santé. Donc c'est une école qui est assez modeste en nombre de doctorants, mais qui est assez serrée entre eux. Enfin, il y a une thématique un ensemble de thématiques qui est vraiment tourné autour de la santé, et c'est ça qui fait son originalité. Qui est complètement d'actualité. Qui est tout à fait d'actualité. C'est une école qui repose sur une quinzaine d'unités de recherche, dont 2 au Luxembourg. Certaines sont CNRS, d'autres sont INSERM, ce sont des termes qu'on entend souvent. D'autres, enfin, sont de l'INRS, qui est donc une structure un petit peu particulière qui s'intéresse à la sécurité en particulier. Et puis, il y a l'hôpital qui joue un grand rôle par le fait qu'un certain nombre de doctorants sont à la fois cliniciens, donc c'est-à-dire qu'ils sont au chevet du patient, et puis parallèlement, ils font une thèse et qui permet d'aller plus loin dans leur recherche fondamentale. Et de ce fait, ils sont raccrochés à l'université, dans des laboratoires contractualisés. Alors, on peut évoquer les disciplines que vous avez au sein de votre école? Alors, les disciplines sont tout, comme je disais, tournées vers la santé, mais assez larges, dans le sens où certaines disciplines vont de la cellule, du noyau, de l'ARN, de l'ADN. Bon, c'est des termes qu'on commence à connaître, protéines. Et puis, il y a de l'ingénierie tissulaire, et cellulaire, il y a de la toxicologie, il y a du comportement, du sport, il y a de la santé publique, ça va jusqu'au niveau des essais cliniques, donc à l'hôpital. Comment votre école doctorale recrute? Parce que je crois que vous avez vraiment un suivi assez poussé avec vos doctorants. Effectivement, on a différentes phases que l'on a mis en place pour pouvoir s'assurer que les candidats à une thèse soient certains d'aller jusqu'au bout de leur thèse et que ce sujet les intéresse. Donc on a mis en place une présentation orale de chaque candidat devant un jury d'admission qui doit donc de ce fait faire une synthèse de son projet de thèse et comment est-ce qu'il l'envisage. Ça permet de s'assurer donc que le candidat est en bonne condition pour faire cette thèse. On a mis aussi en place des rencontres individuelles avec les deuxièmes années, tout au début de leur deuxième année, pour s'assurer de leur formation. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Qu'est-ce qu'ils ont l'intention de faire? C'est un état des lieux, en fait. Voilà, un état des lieux, mais aussi une prospective dans le sens où on va leur demander, en fonction de leur projet professionnel, si les formations qui sont en adéquation, s'il faut faire un postdoc, voilà, c'est un petit peu tous ces mécanismes qu'on essaye de développer. Et puis là-dedans, il y a aussi des doctorants qui jouent un rôle important dans notre école doctorale, enfin, comme dans toutes les écoles doctorales, je suis désolé. Mais au niveau du conseil, ils sont en charge d'un certain nombre de missions, entre autres d'organiser des journées d'accueil des doctorants, de préparer des séminaires, un petit peu faire la partie festive de ces séminaires. Et puis, il y a une association qui est importante. Je me permets, hein. C'est moi qui ne parle pas assez près. C'est pour que vous soyez... Voilà. J'ai cette peut-être mauvaise habitude d'enseignant qui parle de trop loin. Vous avez une voix qui porte bien. Oui, et je sais que vous voulez profiter de notre échange pour remercier énormément tout le personnel de votre école. J'en profite aussi pour remercier effectivement tout le personnel d'appui, aussi bien notre assistante pédagogique que les assistants de scolarité, qui jouent un rôle fondamental dans l'organisation des inscriptions, ça va des inscriptions jusqu'à la soutenance, avec toutes les réinscriptions chaque année. Et puis, ils sont à l'écoute de chacun des doctorants, en particulier s'il y a des étrangers qui sont un peu perdus, ils vont leur trouver des solutions pour pouvoir leur permettre de passer ces 3 ans, 4 ans de thèse dans les meilleures conditions possibles. C'est important, c'est une famille et une équipe. C'est comme dans tout. Quand on est bien soudé, ça marche mieux. Alors, les docteurs de cette promotion, vous avez vu leur nom, eh bien, découvrons-les en images, si vous en êtes d'accord, avec leurs écharpes. Regardez.
très fiers et c'est bien normal. Et le prix de thèse est attribué à Maude Vissorek du laboratoire APEMAC, Unité de recherche maladies chroniques, santé perçue et processus d'adaptation. Je vous propose de l'écouter, puis on en parle juste après. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse et honorée de recevoir ce prix de thèse. Je tiens particulièrement à remercier l'Université de Lorraine, Monsieur Patrick Menuy, directeur de l'école doctorale BIOS, Monsieur Francis Guimin, directeur de l'équipe d'accueil APEMAC. Un merci particulier à mes deux directrices de thèse, Anne-Christine Rat et Christine Rotonda, qui m'ont soutenue et accompagnée tout au long de ces 3 ans. Mon sujet de thèse portait sur l'identification des facteurs pronostiques de l'évolution de la santé perçue chez des sujets atteints d'arthrose des membres inférieurs. En effet, l'arthrose de hanche et de genou est un problème de santé publique au vu de sa forte prévalence et de ses conséquences en termes d'altération de la qualité de vie. Malgré cela, les facteurs pronostiques de son évolution restent mal connus. Les objectifs de ma thèse étaient donc de décrire l'évolution et les types de progression des sujets atteints d'arthrose des membres inférieurs en termes de santé perçue et d'identifier les facteurs pronostiques de cette évolution. Dans une première partie, nous avons réalisé une revue de la littérature sur l'utilisation de l'analyse de trajectoire pour identifier des sous-groupes homogènes de patients ayant la même évolution. Cette revue de la littérature nous a permis de mettre en évidence la multiplicité des facteurs pronostiques et malgré cette hétérogénéité, nous avons pu mettre en évidence que les facteurs pronostiques de l'évolution de la douleur n'étaient pas similaires aux facteurs pronostiques de l'évolution de la santé perçue chez ces sujets. C'est pour cela que dans une seconde partie, nous avons modélisé simultanément l'évolution de la douleur et de la fonction physique dans notre population d'études françaises. Il s'agissait des sujets inclus dans la cohorte Koala. Nous avons ainsi pu mieux comprendre l'expérience globale vécue par les patients au cours de leur maladie. Nous avons également mis en évidence des variables pronostiques comme des variables sociodémographiques et cliniques, mais notamment, nous avons mis en évidence le rôle pronostique de l'intensité de l'activité physique, mais non pas de sa durée. Nous nous sommes alors intéressés au rôle pronostique de chacune des composantes de l'activité physique, intensité, durée, fréquence et type, et leur relation avec les trajectoires de fonction physique. Dans cette étude, nous avons pu mettre en évidence une association entre fonction physique et intensité et type d'activité physique. Nous avons alors émis l'hypothèse que des variables de la composition corporelle, considérant le lien entre l'arthrose et l'obésité, pouvaient intervenir dans cette relation entre l'activité physique et la fonction physique. Néanmoins, le dernier volet de la thèse et les analyses que nous avons menées ne nous ont pas permis de confirmer notre hypothèse. Pour conclure, notre thèse a permis de mettre en évidence la variabilité de l'arthrose des membres inférieurs dans la littérature, mais également dans notre population d'études françaises. Et l'identification de ces facteurs pronostiques, notamment ceux qui sont modifiables, sont la clé dans la prévention de la perte d'autonomie et du handicap. Au vu des données de la littérature, notre connaissance sur les facteurs de l'arthrose reste insuffisante. Il est donc indispensable de soutenir des politiques et de stratégies de prévention, de prise en charge et de recherche dans l'arthrose. Je vous remercie. Bravo, bravo à Maude. Complètement d'actualité. La santé complètement d'actualité. C'est tout à fait d'actualité, la santé publique. L'innovation et puis le fait de la pratique sportive qui est très importante pour un bon tonus à long terme. Voilà. Vous vouliez dire un petit mot par rapport à elle ? Ce que je voulais préciser, c'était qu'il y avait plusieurs dossiers qui avaient été déposés de très bonne qualité. Bon, c'est celui-là qui a retenu le plus l'attention des membres du Conseil. Alors qu'est-ce qui a fait le petit plus ? Mais voilà, c'était une originalité, c'était un nombre de publications important. Pendant sa thèse, elle a très, très, très bien travaillé sur ce point de vue-là. Donc ça fait un petit peu la différence, mais les autres dossiers étaient tout à fait valables. Et on a d'ailleurs d'autres systèmes où on remet des prix au moment des présentations orales. Au moment des journées de doctorants, par exemple, où on fait pareil, nous on fait un système de prix, mais là, bon, c'est un peu plus ouvert comme système pour pouvoir délivrer les prix. Merci beaucoup pour votre témoignage, Patrick. Merci et bravo à votre école doctorale. Bravo.
Envoyez votre photo, bravo à toute la promotion, voilà qui est sympa de recevoir vos visages, des commentaires, voilà, bravo à tous les docteurs, dernier mois à la salle d'honneur. Ben, c'est bien, même ici sur place, puisqu'on a respecté la distanciation, le nombre limité de personnes ici dans cette salle d'honneur, nous devons être allés peut-être 15 ou pas plus de 20 en tous les cas, c'est sûr, avec une très grande distanciation, on a bien respecté le métrage. Place maintenant à l'école doctorale C2MP, énergie, mécanique et matériaux. Nous accueillons son directeur très dynamique, monsieur Dominique Dalloz. Bonjour. Dalloz, bonjour. Dynamique, enjouée. Je crois qu'on a de la chance. On a des directeurs et des directrices qui sont en bonne forme, qui ont beaucoup de fierté, d'envie de présenter leur école. Le moment s'y prête. Hein. C'est un jour de joie. C'est un jour. Vous savez, c'est comme chez les acteurs ou les actrices quand on joue un film ou une pièce de théâtre. Si on le dit faux, si ça sonne faux, ça sonne pas bien. Et là, il y a un côté authentique et chaleureux qui est quand même, à mon avis, très important. Dominique, votre école doctorale est quand même, et c'est important, multidisciplinaire. Oui, c'est 2MP. Donc, c'est une école de l'Université de Lorraine qui va être présente avec 9 laboratoires, qui est co-accrédité par l'Université de Lorraine et puis également Centrale Supélec. Donc 9 laboratoires qui sont situés sur l'ensemble de la Lorraine. On va en trouver bien avec des antennes aussi bien dans les Vosges, en Moselle, en Meurthe-et-Moselle, donc l'ensemble des laboratoires. 270, 280 doctorants, 500 chercheurs, enseignants-chercheurs. Et vous doutez bien que ces 500 chercheurs, enseignants-chercheurs ne restent pas, eux, juste à communiquer entre Lorrains, et donc ils vont à l'international sur les 5 continents. Ce qui fait que nos doctorants, en conclusion, nos doctorants sont pour moitié, 50% des doctorants de C2MP sont d'origine étrangère, oui, et représentent 47 nationalités. Donc on a les 5 continents qui sont représentés dans C2MP, à l'image de l'Université de Lorraine aussi, qui est une université d'accueil. Très riche, et c'est important cette richesse des différentes nationalités, effectivement. Tournée vers l'international, on l'aura compris. Quelques mots peut-être sur le nombre de soutenances. Alors cette année, c'est important d'en parler parce que c'est vrai que c'était une année un petit peu particulière. Oui. Les doctorants, on peut tous les féliciter. Je veux dire, ceux qui sont encore actuellement en train de faire leur thèse, ceux qui ont soutenu, vraiment, il faut les féliciter dans ces conditions particulières. On craignait qu'il y ait un petit peu une baisse de soutenance. Et pas du tout. Cette année, ce sont 70 soutenances qui ont été suivies, qui ont été faites dans des conditions parfois avec un petit peu de présentiel. Parfois complètement distanciel, c'est dur pour vous, c'est dur de faire 3 ans de travail et d'aboutir comme ça, mais en tout cas, ça n'enlève rien à votre mérite, cher doctorant. C'est un grand plaisir de vous féliciter, je veux dire. Oui. Exactement. Est-ce que vous souhaitez aussi dire un petit mot sur le prix de thèse ? Oui, le prix de thèse. Sans trop rentrer dans le détail, bien sûr. On voit d'ailleurs tous les élus, j'ai envie de dire, de ces promotions 2019-2020 actuellement à l'écran. Oui, ils sont fantastiques. Vraiment, c'est un peu d'émotion. Le prix de thèse, c'est un grand moment pour l'école doctorale, un tellement grand moment. Et cette année, on avait tellement de thèses de si bonne dimension, je veux dire, au niveau international, au niveau nombre de publiés, au niveau brevet, au niveau ouverture et innovation, qu'on a décidé, comme faisaient nos écoles partenaires et collègues de l'Université de Lorraine, de faire un prix de l'école doctorale. Et donc, on a lancé cette année le premier prix en 2020, le prix 2020 de l'école doctorale, oui, et voilà, qui a été décerné à un physicien, voilà, mais c'est pas la peine d'en dire beaucoup plus. Et l'école doctorale, elle aussi, a été primée, en particulier les physiciens, parce que on a eu aussi la bonne surprise d'apprendre que la très célèbre Académie des sciences de Lorraine allait remettre bientôt à un des lauréats docteurs de l'école le prix de l'Académie de Lorraine des sciences. Voilà, donc c'est vraiment une année qui a eu des difficultés, mais c'est une vraie année humaine, avec des expériences humaines, scientifiques exceptionnelles. Voilà. Ça, c'est sûr. Alors, on va regarder en image toutes celles et ceux récompensés, j'ai envie de dire écharpés. Voilà, un petit mot quand même, parce qu'on parle de prix. C'est vrai, on a parlé des prix, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on va mettre sur le devant de la scène. Et mettre le devant de la scène, s'il n'y avait pas derrière du back-office, s'il n'y avait pas derrière des soutiens à tous les niveaux, ça ne ferait rien. Je crois qu'il faut en parler un petit peu au niveau... Alors, au niveau de la maison du doctorat, tout le monde est en soutien, et ça, c'est fantastique, c'est phénoménal.
c'est un gros travail qui a été fait, là, travail de fond sur les dernières années, qu'on voit apparaître maintenant. Au niveau plus local, concernant ces 2 MP, Christine, qui nous regarde actuellement, a une pensée pour elle, parce que voilà, la santé, c'est important. Donc une pensée très particulière pour Christine. Stéphane Surmès aussi. Et Georges, une pensée toute particulière, parce que c'est la dernière fois cette année que, en tant qu'employé, je veux dire, de l'université, tu vas assister là à distance à cette remise des diplômes, parce que l'an prochain, tu iras rejoindre ta chère Bretagne et tu vaincras de nouvelles occupations bien ensoleillées. Voilà, Georges, merci, un grand merci. Et enfin, pour tous les doctorants qui nous écoutent, bravo d'en être arrivés jusque-là. C'est un peu grâce au laboratoire, grâce à vos directeurs de thèse, mais tout ça, ça ne se fait pas sans rien. Et au premier lieu, c'est vos parents. Et je voudrais remercier vos parents. Et je voudrais que chacun, où vous nous entendez, c'est important, c'est vrai, les familles, vous pensez un petit moment à vos parents qui sont avec vous, qui étaient avec vous, et une pensée émue pour eux. Bravo encore. Eh bien, on va regarder tout de suite justement celles et ceux qui portent cette belle écharpe. Devant le sapin, en forêt, dans la salle à manger, le côté innovant, super. Il est là, c'est que chacun fait où il a envie sa petite vidéo. Et merci à vous tous et à vous toutes d'avoir joué le jeu aussi. Vielen Dank. Thank you very much. Vraiment. Alors, le prix de thèse est attribué à Giuseppe Sdanghi de l'Institut Jean Lamour, développement d'un compresseur hybride d'hydrogène électrochimique à basse pression, absorption à haute pression. Explication avec lui. Bonjour tout le monde, ici c'est Giuseppe Sdanghi, lauréat au prix de thèse 2020 pour l'école doctorale C2MP. Donc me voici avec cette belle écharpe bleue et ce cadre. Évidemment, je tiens à remercier le président de l'Université de Lorraine ainsi que les experts qui ont évalué mon dossier de candidature pour tout ça. Je tiens à remercier l'école doctorale C2MP qui m'a suivi pendant mes 3 ans de thèse, spécialement le directeur de l'école doctorale, M. Dalloz, et la gestionnaire pédagogique, Mme Chrissy Sartori, et tous les gens de la maison du doctorat qui font un très bon boulot. Ma thèse était une thèse LUE, donc Lorraine Université d'Excellence, et mon projet est inscrit dans le cadre de Impactulis, donc Université de Lorraine Hydrogène. Et donc il faut remercier évidemment le responsable du projet et de l'axe énergie du futur, Fabrice Lemoine,
ainsi que Yves Cliff Demey. Ma thèse était une thèse pluridisciplinaire, donc j'ai travaillé entre deux labos, l'IGL et le LENTA. Donc je tiens à remercier évidemment les deux directeurs, Thierry Belmont et Pascal Boulet, qui m'ont permis de travailler dans leur labo. Mais c'est très dommage qu'aujourd'hui je suis ici toute seule dans cette petite vidéo, parce qu'à mes côtés, ils doivent y être mes deux directeurs de thèse, donc Vanessa Fierro et Gaël Maranzana, que je remercie chaleureusement. Parce que, en fait, ce prix de thèse, c'était pas seulement moi qui l'a gagné, mais c'était nous trois ensemble qu'on l'a gagné, parce qu'on était un trinôme gagnant. Qu'est-ce qu'on a fait, nous trois? On a relevé un défi, c'est-à-dire développer un compresseur d'hydrogène nouveau qui n'existait pas, et donc on a réalisé une toute première qu'on offre à la communauté scientifique. Il s'agit d'un compresseur non mécanique, donc il n'a pas de pièces mécaniques, avec deux parties. Une première partie électrochimique, qui se base sur les mêmes principes d'une pile avec membrane échangeuse de protons, donc les piles à combustible classiques, et une deuxième partie à haute pression qui est entraînée thermiquement par désorption de l'hydrogène sur des charbons actifs. Donc en bref, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'absorption de l'hydrogène à basse température, c'est-à-dire comme l'hydrogène s'approche à la surface des charbons actifs, il s'absorbe. Donc sa densité augmente, donc la densité augmente jusqu'à la densité de la phase liquide, on peut dire que l'hydrogène va se liquéfier. Et donc lorsqu'on augmente la température des charbons actifs, l'hydrogène se désorbe. Et donc il passe de la phase absorbée, donc à haute densité, à la phase gazeuse. Et donc la pression augmente. C'est un système tout à fait innovant, donc ça a été effectivement une nouveauté exceptionnelle dans la communauté scientifique internationale, humaine et lorraine, comme j'avais dit tout à l'heure. Et donc effectivement, on peut envisager l'utilisation de ce compresseur dans le cadre des stations-service et toutes les applications stationnaires d'hydrogène. Je vous souhaite une très belle cérémonie de remise des diplômes et des prix de thèse, voilà. Donc bisous de Grenoble. Merci beaucoup pour ce beau message. Merci encore à Giuseppe qui a pu montrer en même temps l'interdisciplinarité puisqu'il était pratiquement sur 2 écoles doctorales. Oui. Ça montre aussi l'ouverture de ces 2 MP. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci Dominique Dalloz, merci. Bravo. Encore plus aujourd'hui, nous sommes dans un monde en perpétuelle et rapide mutation. Eh bien, l'Université de Lorraine est conçue comme une structure dynamique et inventive dans chacune de ses missions. La créativité, c'est un point important de l'Université de Lorraine. Alors, nous accueillons de ce pas de l'école doctorale Humanité Nouvelle Fernand Braudel, sa directrice Béatrice Fleury. Béatrice qui a enlevé son masque et qui peut nous rejoindre ici sur scène. Comment allez-vous? Très bien, Laura. Alors, j'aimerais bien qu'on parle des unités de recherche qui dépendent de votre école doctorale et les mentions préparées aussi. Oui. Alors, dans notre école doctorale, il y a 10 unités de recherche et nous préparons à 8 mentions. Donc, les doctorants se préparent dans ce cadre. Et ces mentions traitent de thématiques, sujets différents, en lien évidemment avec ce qui est préparé dans les unités de recherche. Donc nous avons des mentions en art, anthropologie, en histoire, en géographie, en sciences du langage, en sciences de l'information et de la communication, en langue, littérature, civilisation, et puis en théologie. Donc on voit une grande diversité, et cette diversité nourrit les échanges que nous pouvons avoir sur le plan institutionnel, mais aussi les échanges qui se nouent sur le plan scientifique, parce qu'une école doctorale, ce sont certes des formations, mais ce sont aussi des contacts, des relations, des interrelations entre collègues, évidemment, mais aussi entre doctorantes et doctorants. Et par exemple, dans le cadre d'une association de doctorants de notre école doctorale qui s'appelle ICIDOC, eh bien, des étudiants préparant l'une ou l'autre de ces mentions ou inscrits dans l'une ou l'autre des unités de recherche vont échanger, discuter, présenter leurs sujets et s'enrichir les uns les autres par les approches de leurs collègues. Ouais. Donc la pluridisciplinarité a cet avantage et elle permet une grande diversité de points de vue. Alors le nombre peut-être de doctorants et puis de thèses aussi qui ont été soutenues. Oui, alors chaque année environ, nous avons entre 300 et 330 doctorants, parfois un peu moins. Donc d'une année à l'autre, on peut voir les chiffres varier, mais de façon très faible. La variation est faible d'une année à l'autre.
Nous avons également 35 thèses qui sont soutenues. Alors évidemment, c'est un nombre moins important que mon collègue, Oui. que le chiffre qui a été avancé. Mais c'est un Moins conséquent, mais tout aussi important. Exactement, voilà. C'est un chiffre dont nous sommes fiers également. Par rapport à la crise sanitaire, ce chiffre a peu varié, mais néanmoins, il y a eu des demandes de prolongation de thèse, parce qu'on voit bien qu'avec les thématiques qui sont abordées dans notre école doctorale, il y a besoin pour nos doctorantes et nos doctorants de se déplacer, d'aller dans les archives, de se déplacer aussi d'un pays à l'autre, traverser les frontières. Et les conditions de la crise n'ont pas toujours permis de mener à bien ces objectifs. Et des doctorantes ou des doctorants ont demandé à ce qu'ils puissent bénéficier d'un report de soutenance pour ces raisons-là. On peut venir un petit peu justement sur les thématiques de ces thèses ? Oui. Alors, notre école doctorale met au fronton de ces thématiques des mots-clés qui sont interculturalité, interaction, civilisation, imaginaire. Et c'est autour de ces mots-clés que les thèmes des thèses sont préparés. Donc, sur la thématique de l'imaginaire, par exemple, on peut retrouver des thèses qui traitent de la représentation de certaines thématiques dans différents types de supports, qu'il s'agisse du cinéma, des médias, des jeux vidéo également. Sur d'autres thématiques en lien avec la littérature, on peut avoir des thèses sur un auteur, un courant de pensée, un courant artistique, culturel. Nous avons aussi des collègues en sciences du langage qui vont travailler sur un type de vocabulaire, une démarche linguistique. Donc cette diversité-là que j'avais présentée par rapport au laboratoire, on la retrouve nécessairement dans les thématiques qui sont préparées par les doctorantes et doctorants. Alors vous parlez de démarche linguistique, naturellement il y a le côté international que vous avez et que vous défendez aussi. Évidemment. Alors je dirais la même chose que ce que Dominique Dalloz a présenté tout à l'heure. Nous avons aussi environ un doctorant sur 2 qui est un doctorant étranger, puisque nous avons 48% de doctorants étrangers. Ces doctorants viennent également des 5 continents, plus particulièrement de l'Afrique, de l'Asie, mais aussi de l'Europe. Et par rapport à cette origine des doctorants qui viennent d'Europe, il y a une caractéristique qui est propre à notre école doctorale. Nous faisons partie d'un réseau doctoral qui associe différentes écoles doctorales transfrontalières. Et ce réseau favorise les échanges entre collègues et les échanges entre doctorants, mais favorise aussi la préparation de co-tutelles de thèse. Donc cela explique aussi que nous ayons des doctorants de ces origines géographiques. Et dans le cadre de ce réseau doctoral qui s'intitule Logos, nous organisons tous les ans un séminaire doctoral au cours duquel les doctorants de différentes universités partenaires présentent son sujet de recherche en français ou en allemand et échangent évidemment sur les contenus qui sont proposés. Et cette année, si la situation sanitaire le permet, au début du mois de juillet, une réunion de ce type se déroulera à Liège et portera le titre de Passage Passeur. Et on voit ce que peut avoir comme résonance actuelle et en lien avec le contexte social, une thématique comme celle-ci. Complètement. On a bien noté et on croise les doigts pour que les vaccinations avancent et qu'on puisse revivre un peu plus normalement d'ici quelques temps. Un mot pour terminer sur, j'ai envie de dire, l'engagement de l'équipe à la fois de direction et puis de l'administration, parce que c'est aussi cette cérémonie pour eux. Voilà. L'équipe de direction est composée de 3 personnes. Je travaille avec 2 collègues qui sont directrices adjointes, une collègue historienne et une collègue germaniste, Françoise Lartillot pour la collègue germaniste et Julie Danderin pour la collègue historienne. Et je travaille avec 3 collègues qui ont pour charge une mission ou la dimension pédagogie ou la dimension administrative,
Fatima Tourki, Aude Méziani, Isabelle Vitry. Je les cite par ordre alphabétique. Là, vous avez bien raison, il ne faut pas les oublier, c'est hyper important. Voilà, et toutes les trois sont vraiment les chevilles ouvrières du travail qui est conduit dans l'école doctorale. Et c'est un accompagnement précieux, et ça l'est autant pour moi-même et la mission qui est la mienne, que pour l'ensemble des doctorants, que je voudrais également saluer, parce que sans eux aussi, leur détermination, leur opiniâtreté, et puis la volonté dont ils ont fait preuve cette année, eh bien, l'équipe n'aurait pas pu travailler comme elle l'a fait. Donc merci à l'équipe et merci à tous les doctorantes et tous les doctorants. Alors justement, les docteurs récompensés, les voici. Oui, on peut applaudir et vous pouvez applaudir, vous qui êtes connectés aussi. Chapeau, hein? C'est très très plaisant de les voir comme ça. Ah oui. Très bien. Alors, le prix de thèse est attribué à Elisa Mancienne du Centre de recherche universitaire Lorrain d'Histoire, auteur, compilateur, administrateur, Les moines de Saint-Alban et le pouvoir, année 1350, année 1440. C'est des choses, moi, qui me passionnent, ça. Mais regardez, on l'écoute. Bonjour à tous. Donc je vais commencer cette vidéo en vous remerciant donc pour ce prix de thèse qui vient récompenser une thèse dont le sujet peut paraître poussiéreux, du moins très très loin de l'actualité, et puis très loin de la Lorraine. Et j'ai en effet travaillé sur le monastère anglais de Saint-Alban au XIVe et XVe siècle. Plus précisément, je me suis intéressée aux écrits sur le pouvoir que les moines de cette communauté bénédictine avaient pu produire. Ces écrits sont de nature très variée. On a à la fois des poèmes, des chroniques, des traités théologiques et encore bien d'autres documents. Et j'ai aussi travaillé sur les documents liés à l'administration du monastère. Le tout était de comprendre quels étaient les liens que les moines entretenaient avec le pouvoir et l'administration du royaume. Alors j'ai commencé par étudier l'implication des moines dans l'administration du royaume. On se rend compte que ceux-ci participaient, n'étaient pas du tout cloîtrés comme on pourrait s'y attendre lorsque l'on pense à des moines de la fin du Moyen-Âge. Au contraire, la plupart des membres de la communauté étaient très actifs à l'extérieur de la communauté, notamment à Londres. Certains, à commencer par les abbés, étaient présents dans les parlements, participaient aux débats du temps. Et puis, je me suis aussi intéressée finalement à la culture politique des moines, le tout étant d'essayer de comprendre les partis pris des moines dans leurs textes. C'est un questionnement qui m'a paru d'autant plus important que les textes produits dans le cadre du scriptorium, donc de l'atelier d'écriture de Saint-Alban, sont encore maintenant très utilisés par les historiens, notamment les historiens anglais, pour reconstituer
le fil des événements passés. Donc on a tendance à piocher dans ces chroniques, donc dans ces différents textes, mais aussi avant tout dans les très riches chroniques de Saint-Alban, pour refaire l'histoire, comprendre la trame des événements. Simplement, on oublie souvent de s'interroger sur les sources des chroniqueurs, sur leur parti pris. Et nous, mon travail a été vraiment de chercher à questionner ces textes et à les remettre très, très bêtement en contexte. Alors, je me suis, parmi les questions les plus importantes que je me suis posées, je me suis demandé quelle était l'implication des moines dans l'administration. Ça me permettait déjà de savoir s'ils parlaient ou non en connaissance de cause. Et le fait est que souvent, ils ne sont guère précis sur les institutions qu'ils décrivent, et pourtant ce sont une de nos principales sources sur ces mêmes institutions. De même, je me suis aussi demandé quelles étaient les relations avec les acteurs du pouvoir dont ils parlent. Par exemple, est-ce que la critique contre tel ou tel noble anglais se justifie vraiment par un désaccord politique, ou bien est-ce qu'on ne peut pas plutôt la lire à l'aune de désaccords de voisinage ou de concurrence entre le monastère et ce noble qui se trouve être aussi un voisin du monastère. Alors, toutes ces questions m'ont amené à montrer que finalement, il faut faire beaucoup plus attention avec nos sources que ce que l'on a l'habitude de faire. C'est un questionnement qui peut paraître assez ancien, enfin assez loin de nos préoccupations actuelles, mais il me semble quand même que ces problématiques... donc le sujet est ancien, mais les problématiques restent d'actualité. Le fait est que on a encore et toujours besoin de questionner nos sources, de se demander quelles sont les sources d'information de nos propres sources, quels sont les partis pris de nos propres sources, que ce soit nos sources en tant qu'historiens ou bien nos sources sur le monde qui nous entoure. Donc encore une fois, je vous remercie pour ce prix, et puis je vous souhaite une bonne fin de cérémonie. Merci beaucoup, Elisa. Vous vouliez rajouter un petit mot par rapport à son témoignage émouvant ? Oui, son témoignage est très, très intéressant, et il est caractéristique aussi de la crainte que l'on a parfois, ou de la prévention que l'on peut avoir sur certains sujets, dont elle dit qu'il est poussiéreux, mais il n'est pas du tout poussiéreux, parce que l'innovation peut se placer ailleurs que là où on l'attend de façon commune. C'est-à-dire que cela peut être le déplacement d'un regard, d'un questionnement, et elle l'a très bien dit à la fin, ça fait écho et résonance à des problématiques actuelles. Alors, je voudrais dire que cette doctorante Elisa Mancienne a un dossier qui est excellent, mais que cela ne doit pas nous faire oublier aussi la qualité des autres dossiers. Bien sûr. Et dans notre école, nous avons, nous également, proposé un prix de l'école à une doctorante qui est aussi en histoire. Et cette complémentarité entre des recherches différentes par des docteurs de qualité, c'est aussi à faire valoir dans un moment comme celui-ci. Exactement. Et puis, je voudrais dire un dernier mot également. J'ai une pensée particulière pour 2 doctorants qui nous ont quittés cette année, qui sont décédés cet été. Et ces doctorants n'auront pas le plaisir d'assister à cette cérémonie ou à celles qui suivront, mais ils sont là d'une certaine façon aussi par les échanges qu'ils ont pu avoir avec les autres doctorants et avec l'équipe de formation. Et on peut les citer pour avoir une pensée aussi pour leur famille. Benjamin Lavigne, qui a terminé sa thèse juste avant de ne plus pouvoir la soutenir. Mais la soutenance s'est faite sans lui. Et c'était une soutenance particulièrement touchante, mais en même temps une soutenance très brillante, parce que le texte est un très beau texte. Et puis, s'il a pâté. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice. Merci. Au revoir. Sans transition et avec beaucoup d'émotion, il faut savoir que l'Université de Lorraine produit et transmet des savoirs validés par un travail collectif fondé sur l'indépendance, la transparence et le refus de tout dogmatisme. C'est ce que l'on appelle la réflexivité, et c'est un point essentiel. Alors nous poursuivons avec l'école doctorale IAEM, informatique, automatique, électronique, électrotechnique et mathématiques. Monsieur Didier Maquin, le directeur, nous rejoint.
Didier Maquin, bonjour. Alors, avant de présenter votre belle école aussi, et c'est un honneur, ce qui est beau dans cette cérémonie, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions. Alors, je pense certainement ceux et celles qui sont à travers les réseaux sociaux, Bicas.live en fait partie, mais je sais qu'il y en a d'autres. Et vous qui êtes à la tête de ces écoles doctorales, l'ensemble de l'université, enfin, les têtes chercheuses pensantes, mais aussi par rapport à ce qu'on vit et dans le contexte, je pense qu'il y a encore plus d'émotions dans ces cérémonies de savoir, où on se rend compte que l'ancien, ce qui a été dit par rapport à aujourd'hui, il y a beaucoup de liens à faire. Donc il y a beaucoup d'humanité, et je trouve que c'est paradoxal peut-être avec le digital et tout ce qu'on vit, ça nous aide à faire beaucoup de belles choses aussi dans des temps compliqués, mais en même temps, l'homme et tout ce qu'il a à l'intérieur, il n'y a quand même pas photo, ça fait la différence. Il y a une grande diversité qui est présentée lors de cette cérémonie, et vous l'avez vu, l'Université de Lorraine est assez exceptionnelle d'ailleurs en la matière. Vous savez qu'au niveau national, il existe un organisme qui s'appelle le Conseil national des universités et qui classifie un petit peu les sciences, et il y a un certain nombre de sections. Et l'Université de Lorraine couvre de mémoire quasiment toutes les sections. Il me semble que nous n'avons pas d'astrophysicien, quelque chose comme ça. Mais autrement, on couvre quasiment toutes les sciences, et c'est assez exceptionnel. C'est dû aussi à la taille, bien sûr, de notre établissement, mais c'est une richesse considérable, effectivement. Votre école, je le sais, organise une formation, mais finalement dans beaucoup de disciplines, et ça, c'est pas forcément connu. Oui, alors vous l'avez indiqué en citant l'acronyme. L'acronyme n'est pas très heureux. IAEM, ça ne fait pas rêver, mais c'est relativement exhaustif et précis dans la description, puisque ça couvre le secteur de l'informatique, de l'automatique, vous l'avez indiqué, l'électronique, l'électrotechnique, et puis n'oublions pas également donc les mathématiques, et puis n'oublions pas peut-être une petite partie, mais ça a son importance, un lien privilégié avec une école qui ne fait pas partie du ministère de l'Éducation nationale, qui est l'école d'architecture, qui dépend du ministère de la Culture. Et nous délivrons également une mention de thèse intitulée Sciences de l'architecture pour tout ce qui concerne la partie informatisation sur la gestion durable des bâtiments, durable au sens depuis la conception, la maintenance et pourquoi pas le démantèlement. Alors, vous êtes adossé à plusieurs laboratoires. Oui, alors en tout, il y a à peu près 11 laboratoires ou équipes, parce que certains laboratoires ne participent qu'au travers d'équipes spécialisées, dont 3 grosses UMR qui recouvrent les disciplines principales, donc j'ai cité informatique, automatique et mathématiques. Il n'y a qu'un seul laboratoire de mathématiques dans toute l'Université de Lorraine, donc c'est assez remarquable aussi de ce point de vue-là. Oui, oui. Et puis d'autres unités de recherche qui sont de taille plus modeste, mais qui sont tout aussi performantes et qui contribuent largement au fonctionnement de cette école doctorale. Autres partenariats ? Oui, alors d'autres partenariats, je pense que mon collègue Dominique Dalloz avant moi l'a cité également. Nous sommes aussi en lien avec le campus de Centrale Supélec pour la partie Messine. Centrale Supélec est assez délocalisée au niveau de la France, et donc nous opérons effectivement une partie donc, des thèses qui se déroulent à Centrale Supélec. Centrale Supélec délivrant son propre diplôme, mais nous sommes l'opérateur pour cette délivrance et le suivi des doctorants. Et puis également un partenariat très fort avec un autre PST qui est INRIA, Institut national de recherche en informatique et automatique, puisque INRIA possède un centre de recherche implanté sur le campus de l'université, et ça représente une masse de chercheurs relativement importante qui viennent abonder effectivement toutes les personnes qui peuvent encadrer des thèses et diriger des travaux de recherche. 500 membres chercheurs. Alors, quasiment 500 personnes, effectivement, c'est une masse très très importante. Et comme je le disais, il y a dans ces 500 également pas mal de chercheurs temps plein, donc qui contribuent largement aussi au développement de ces recherches. Sur les 500, à peu près 300 personnes possèdent le titre HDR, ce qu'on appelle une HDR, c'est-à-dire la capacité à être directeur de thèse. On autorise les gens à être directeur de thèse s'ils possèdent ce titre, et donc à peu près 300 personnes, pour encadrer globalement 360 doctorants inscrits actuellement au sein de l'école doctorale. C'est en croissance. Alors, une école très variée, on peut dire. On parlait d'éclectisme tout à l'heure, c'est le cas ? Oui, avec des sujets qui peuvent être extrêmement appliqués, avec des retentissements sociétaux instantanés. On peut imaginer, il y a beaucoup de sujets qui peuvent être cités, mais ça peut être la détection de fissures dans des pipelines dues à des corrosions, donc ça c'est extrêmement pratique. Ça peut être analyser des signaux prélevés pour détecter plus précocement des cancers de la peau, mais ça peut aller sur des sujets qui sont beaucoup plus amont, beaucoup plus académiques, donc évidemment avec la partie mathématique, si l'on parle de théorie des nombres, avec des propriétés mathématiques qui ne sont pas nécessairement utiles instantanément, ou des chercheurs qui vont par exemple prévoir, ou préparer
ce qui se passera lorsqu'on disposera d'objets technologiques permettant de faire de l'informatique quantique et qui sont en train de préparer tous les outils qui seront utiles ensuite pour exploiter ces machines qui seront plus performantes. Alors, soyons clairs, l'ordinateur quantique ne sera pas dans les ménages, ça ne sera pas un ordinateur personnel, mais en tout cas, il y a des avancées significatives qui sont faites ces dernières années et ces chercheurs se préparent effectivement à l'utilisation de ces machines. Beaucoup de thèses en 2019 et 2020, malgré le contexte sanitaire, il y a une grande richesse. Oui, alors beaucoup de thèses, ça nous a, on ne va pas dire surpris, mais un petit peu tout de même, parce qu'on pensait qu'on serait beaucoup plus perturbé que cela. Nous avons fait soutenir 75 thèses en 2020, donc stricto sensu l'année 2020, l'année civile 2020, sachant que l'université a mis en place aussi des mécanismes permettant de poursuivre un petit peu par rapport au retard pris dû à la période de confinement. Donc on était susceptible de pouvoir soutenir sans se réinscrire spécifiquement jusqu'à la fin février. Donc on a tendance à vouloir compter un petit peu les thèses qui vont se soutenir en janvier-février comme faisant partie du contingent 2020. Oui. Donc la projection était à peu près de l'ordre de 90 thèses. Là on en a fait soutenir 75. C'est vraiment, entre guillemets, je dirais un bon score. C'est-à-dire que les gens ont réussi quand même, en dépit de l'adversité, à concrétiser les recherches. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Et vous en êtes fiers aussi, vous avez beaucoup d'étrangers. Alors beaucoup d'étrangers, ça a déjà été signalé. C'est aussi un atout important de l'Université de Lorraine que de recevoir beaucoup d'étrangers, d'avoir une très bonne attractivité. Alors, on pourrait le nuancer un tout petit peu. Nous accueillons des gens vraiment de toute la planète, très honnêtement de toute la planète, d'Amérique du Sud, beaucoup quand même du Maghreb, avec les liens qui nous lient historiquement avec ces pays, mais également de l'Asie. Parmi les enjeux, parmi ce que j'aimerais atteindre comme objectif, c'est avoir la capacité d'attirer des doctorants de pays au même niveau que nous, c'est-à-dire avoir la capacité d'attirer plus, parce que nous en avons, mais plus d'Italiens, plus d'Allemands, plus d'Anglais, plus de Canadiens. Nous avons cette population, elle est quand même en nombre restreint. Et je pense que ça serait intéressant pour, à nouveau, avoir cette mixité culturelle. Je pense que c'est ça l'essentiel, la mixité culturelle. Donc voilà, ça fait partie des dessins que nous avons. Et des objectifs pour les années à venir. Alors vous avez effectué une enquête dernièrement sur la situation des doctorants, une enquête qui a été d'ailleurs plutôt favorable, très favorable. Oui, alors ces enquêtes, elles sont conduites naturellement par l'université pour la totalité des écoles doctorales et elles sont conduites avec un recul relativement important de façon effectivement à avoir des situations stabilisées. Donc les dernières études portent sur les cohortes de diplômés de 2016. Et effectivement, les chiffres concernant l'école doctorale que je dirige actuellement sont assez favorables, à la fois en termes de niveau de salaire et à la fois en termes de durée pour obtenir un emploi. Donc c'est tout à fait satisfaisant pour l'instant, mais vous n'en serez pas surprise puisque j'ai cité aussi le mot informatique et que l'informatique représente tout de même 60% des thèses de l'école doctorale. Alors c'est encourageant, j'ai envie de dire, surtout en ce début d'année 2021 avec ce qu'on a vécu, c'est plutôt positif pour l'avenir de tous ces jeunes. C'est tout à fait positif. On entend beaucoup les médias en ce moment se désespérer, on entend bien sûr les situations difficiles. Il faudrait le journal télévisé est très important selon les chaînes, bien sûr, on ne va pas faire de polémique, mais il y a un journal des bonnes nouvelles qui devrait être good news tous les jours, tout à fait. Parce qu'il y a aussi des très belles choses. Bien sûr, bien sûr. Et il y a des gens qui vont de l'avant, comme vous. Oui, tout à fait. Qui ont envie de porter des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, dans des expériences et des exercices. Vous avez cité cette diversité, c'est ça qui est l'essentiel et c'est vraiment la carte de visite de l'université. Merci beaucoup Didier Maquin. Mais voici les docteurs justement en images.
Des applaudissements pour eux et pour elles d'ailleurs. Et le prix de thèse est attribué à Benjamin Alvarez de l'Institut Élie Cartan de Lorraine. On l'écoute. Eh bien, bonjour à tous, et tout d'abord, bienvenue dans mon appartement. Alors j'espère que vous serez indulgents face à la maladresse dont je vais faire preuve, étant donné que je ne suis pas encore très habitué à ce genre d'exercice. Et puis aussi, c'est la première fois que je reçois autant de personnes chez moi d'un seul coup. En tout cas, merci d'être ici. Merci à l'Université de Lorraine ainsi qu'à l'école doctorale IAEM pour la distinction qu'ils m'accordent aujourd'hui, et aussi pour le soutien qu'ils m'ont accordé au cours de ces 3 années. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont accompagné, les professeurs, les maîtres de conférences, les postdoctorants ainsi que les doctorants. Bon courage pour la fin de votre thèse. Et puis également, naturellement, mon directeur de thèse, Jérémy Faupin, sans qui rien de tout cela n'aurait été possible. Alors au cours de ma thèse, je me suis intéressé à la théorie de la diffusion pour des modèles mathématiques de l'interaction faible. L'idée était d'étudier un modèle physique que l'on appelle le modèle standard de la physique des particules, mais d'un point de vue mathématique. Alors pour simplifier, on peut regarder la nature au travers du prisme de 4 interactions fondamentales. D'abord, l'interaction gravitationnelle qui explique pourquoi le système solaire est stable. Ensuite, l'électromagnétisme qui explique un petit peu tout ce que l'on peut observer à notre échelle, des ordinateurs jusqu'au four à micro-ondes par exemple. Et puis après, quand on descend vers le monde des particules, c'est-à-dire le monde quantique, eh bien 2 nouvelles interactions peuvent être observées. Tout d'abord l'interaction forte qui permet d'expliquer pourquoi le noyau d'un atome reste stable, mais également de comprendre ce qui se passe au cœur des étoiles. Et puis enfin l'interaction faible qui permet de comprendre ce qui se passe au cœur des centrales nucléaires. Alors ces 3 dernières interactions, l'interaction faible, forte et électromagnétique, peuvent être étudiées dans un même cadre formel que l'on appelle le modèle standard de la physique des particules. Alors pour tester nos théories physiques, eh bien, il faut réaliser des expériences. Et parmi les expériences les plus connues, les plus célèbres, eh bien, il y a celles qui ont lieu dans les accélérateurs de particules. L'idée est assez simple, on va prendre une particule que l'on choisit au début, que l'on va accélérer à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, avant de l'envoyer sur une cible, typiquement d'autres particules allant en sens inverse. Des collisions vont alors avoir lieu, de nouvelles particules vont être émises, et un objectif assez naturel est d'essayer de déterminer un objet mathématique, un opérateur, qui nous permet de prédire les particules après l'expérience que l'on va détecter à partir des particules avant l'expérience que l'on a choisie. Cet opérateur s'appelle l'opérateur de diffusion. Et l'objectif de la théorie de la diffusion, et du coup l'objectif de ma thèse, c'est d'essayer de démontrer l'existence d'un tel opérateur et d'en étudier ses propriétés mathématiques dans le cadre de l'interaction faible. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie tous également pour ce prix et bien, j'espère vous revoir tous très vite. On l'espère aussi. Bravo Benjamin. Un petit mot peut-être. On lui donnera quelques cours de vidéo images. Oh, juste un mot pour dire qu'effectivement c'est un travail qui a été remarqué. Il se trouve là à l'interface entre, vous l'aurez compris, la physique et les mathématiques. Ça n'est pas fréquent, mais ça arrive de temps en temps, effectivement. On a plutôt des travaux à l'interface entre informatique et mathématiques, mais ce travail a été tout à fait remarqué, et donc c'est la raison pour laquelle Jérémy Faupin a été primé. C'est toujours extrêmement difficile, mes collègues l'ont signalé précédemment, de faire un choix. En fait, très honnêtement, tout n'est pas complètement objectif, il y a une partie subjective dans le choix de la mise en évidence d'une thèse parmi 75. Bon, Jérémy, cette fois-ci, a été primé. Je voulais juste, si vous me permettez, juste dire un mot, parce que nous sommes sur la scène ici. C'est pas Jérémy, hein, c'est Benjamin. Ah oui, Jérémy, parce que je mélange avec son directeur de thèse. Voilà. Bien sûr. Je me disais, tiens, c'est Jérémy Faupin. Non, c'est bien Benjamin. Oui, ben, voilà, parce que j'identifie, vous l'aurez compris, plus malheureusement pour lui, parce que je ne le connaissais pas. J'identifie plus son directeur de thèse que lui-même. Oui, je voulais dire que nous sommes sur la scène, mais nous ne sommes que des représentants de tout un édifice qui est assez complexe. Hein, une thèse, ça se fait dans un laboratoire de recherche. Il y a des directeurs de thèse, des gens qui aident, des ingénieurs qui vont aider également au développement des recherches. Après, il y a cette école doctorale qui structure effectivement
Et puis, elles-mêmes, les écoles sont structurées. Et donc, je voudrais adresser aussi un message à l'université qui a pris la décision, il y a quelques années, de créer une maison du doctorat. On a cité ce vocable il y a quelques instants. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite que de nous avoir fédérés, d'avoir mis en valeur et d'avoir mis en commun un certain nombre d'expertises. Et je trouve que ça, c'est tout à fait pertinent et tout à fait efficace. Et je voudrais aussi, d'autres l'ont fait avant moi, vraiment remercier les personnels d'appui avec lesquels je travaille en lien direct au quotidien, parce que sans eux, l'école doctorale n'existerait pas. Donc je crois que c'est intéressant de citer leur nom. Thierry Le Breton, qui a déjà été cité puisqu'il est sur l'antenne de Metz. Oui. Et donc Souad Boutaguer-Mouchet, qui s'occupe plus particulièrement des aspects administratifs concernant mon école doctorale, et Sabrina Ferry, qui s'occupe plus du côté pédagogique. Ces personnels sont vraiment essentiels au bon fonctionnement, et ils sont en lien direct avec les doctorants, et en ces périodes de crise, ils jouent vraiment un rôle très très important pour recueillir la parole des doctorants, ceux qui peuvent être un peu en difficulté, pour qu'on leur vienne en aide. Et donc ces personnels sont vraiment très importants, bien sûr hors Covid aussi, bien sûr, mais là ils jouent un rôle plus particulier encore. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bravo bien à Benjamin. Allez, on embrasse Benjamin et Jérémy aussi en même temps. Voilà, merci beaucoup. La collégialité, et on aperçoit, tiens, le mur, vous pouvez continuer à envoyer vos photos, je le vois avec, voilà, beaucoup de connexions en cours. Photos, commentaires, bonjour à toutes et à tous, que vous soyez peu importe où sur la planète ou dans le monde à nous suivre. Eh bien, vous êtes les bienvenus à cette magnifique cérémonie ici à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Alors, je parlais de collégialité, de dialogue, de partage des expériences, la mise en commun des compétences qui permet à vous tous de réussir. C'est un point fort de l'Université de Lorraine aussi, c'est la solidarité. Alors, on va continuer justement avec l'école doctorale SIMPE. Et nous accueillons eh bien, sa directrice, Christine Girardin. Christine, bonjour. Sciences et ingénierie des molécules, des produits et procédés de l'énergie. Christine Girardin, présentation de votre école, c'est une école pluridisciplinaire. Tout est autour des sciences pour en fait l'ingénieur. Tout à fait. Donc c'est une école doctorale pluridisciplinaire, donc comme d'autres l'ont présenté aussi précédemment. Les sujets de recherche en fait des 190 doctorants inscrits l'année dernière en 2020 au niveau de cette école doctorale requièrent en fait des expertises qui sont très diverses, qui vont de la chimie jusqu'au génie industriel, en passant par la physique, la mécanique, le génie des procédés, le génie des produits, le génie chimique également. Et puis donc cette pluridisciplinarité, comme l'a évoqué mon collègue précédent, en fait est très importante. Je pense qu'elle est essentielle en fait pour les doctorants, pour leur ouverture d'esprit. Et donc malheureusement, c'est vrai que l'année dernière, on n'a pas pu faire notre journée scientifique, donc pour qu'ils interagissent entre eux. Mais je pense que ça peut être un point clé important pour après trouver un emploi. Oui. Et donc les sujets de recherche, c'est vrai, visent la conception surtout, souvent la réalisation en fait de produits qui répondent aux besoins de la société. Donc ça relève des sciences de l'ingénieur, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup de recherche fondamentale. Alors beaucoup de sujets de thèse autour de l'économie circulaire, de la bioéconomie, du développement durable. C'est pas qu'un effet de mode, c'est véritablement, et peut-être avec tout ce qui se passe, une véritable prise de conscience, et même de la part des plus jeunes. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un effet de mode en ce moment, mais c'est vrai que ces thématiques ont été développées par les 5 laboratoires qui sont rattachés à l'ED depuis de nombreuses années. Donc, c'est pas simplement un effet de greenwashing, c'est vraiment pour former des docteurs dans ces domaines qui sont très importants à développer pour aller vers un monde plus durable. Voilà, et meilleur. Vous avez un recrutement important à l'international, vous aussi. On va s'en rendre compte d'ailleurs avec le prix de thèse, je crois, mais pas que. Voilà, tout à fait. Donc là, on est un petit peu moins divers puisqu'on n'a que 36 nationalités, mais tout de même, ça fait important. Et par contre, on a un nombre important de doctorants étrangers puisqu'on est à 120 sur les 190 doctorants, donc pratiquement 2 sur 3. Donc c'est très enrichissant également d'avoir cette mixité au niveau des nationalités. Et vous avez, j'ai noté, 5 unités de recherche rattachées justement à votre école doctorale. Voilà, tout à fait. Donc 5, c'est vrai que c'est facile à gérer puisque j'ai 5 interlocuteurs au niveau des directeurs de laboratoire.
Parmi ces 5 laboratoires, donc, il y a 3 unités mixtes de recherche labellisées par le CNRS, une unité sous contrat INRAE et une équipe de recherche. Donc elles ont des tailles plus ou moins importantes, mais donc elles sont toutes rattachées, ces unités de recherche, à un seul pôle scientifique, donc au pôle énergie mécanique procédés produits. Donc ils ont l'habitude de travailler déjà ensemble, et donc ça permet de motiver les doctorants également. À ces 5 unités de recherche, donc parmi ces 5 unités de recherche, donc on a 2 représentants en fait doctorants par laboratoire. Et je remercie justement ces doctorants qui font partie du conseil de l'ED pour avoir aidé à monter finalement cette école doctorale, puisqu'elle n'a d'existence que depuis 2 ans. Et donc je les remercie. Et j'en profite également pour remercier la gestionnaire administrative et pédagogique, qui n'est qu'une seule personne, donc Christine Fivet, que je remercie chaleureusement pour son soutien et son efficacité sans faille. Sa disponibilité. Eh bien oui, les docteurs justement, leur écharpe, leur visage et surtout leur sourire, regardez. Et le prix de... Oui, 2 applaudissements, bien sûr. Et vous pouvez les applaudir, vous aussi, chez vous, indirectement, en tous les cas, en mettant la musique quand on en a un petit peu dans cette cérémonie. Le prix de thèse, c'est important aussi, Christine, justement. Il est attribué à Madi Moubarok du laboratoire LERMAB, laboratoire d'études et de recherche sur le matériau bois. On l'écoute. Bonjour à tous, je remercie tout d'abord le directeur de l'école doctorale Sintey, professeur Christine Girardin, et puis mesdames et messieurs du comité de prix de thèse, d'avoir m'a donné de ce prix de thèse. Je voudrais aussi adresser mes plus sincères remerciements au professeur Philippe Girardin, professeur Holger Militz et professeur Stéphane Dumarcet d'avoir assuré la direction de ma thèse. Par rapport à la contenu général de ma thèse, j'ai travaillé sur la valorisation des bois de hêtre européens par le développement de traitements innovants de modification chimique respectueux à l'environnement. Mesdames et messieurs, je suis sûr que vous connaissez déjà bien le bois, chez nous, dans notre bureau ou même partout où nous vivons. Le bois a été utilisé pendant des milliers d'années, servant à de nombreux types de besoins humains. Par rapport au béton ou à l'acier, le bois présente de nombreux avantages, notamment sa résistance à la chaleur et à l'électricité, sa fonction polyvalente, son caractère esthétique, son respect à l'environnement et à l'aspect le plus important, c'est qu'il est renouvelable. Mais malheureusement, sa faible stabilité dimensionnelle due aux fluctuations de l'humidité de l'environnement et sa faible durabilité biologique contre la moisissure et les attaques de termites en limitent l'application, particulièrement pour des applications à l'extérieur. De nombreuses recherches ont été menées pour résoudre ce problème, y compris l'utilisation de produits de préservation du bois. Mais seules quelques études ont été menées dans le respect à l'environnement. Néanmoins, il est possible de rendre le bois plus résistant à l'humidité et aux attaques d'agents biologiques en modifiant ses caractéristiques pour qu'il puisse devenir plus stable et durable. Donc l'objectif de mon étude est de modifier les hêtres européens, une essence de bois feuillu commercial, abondance parce qu'elle n'est pas stable et durable. Bien évidemment, la méthode que nous avons utilisée est respectueuse à l'environnement. La principale modification que nous avons utilisée est basée sur l'imprégnation de produits biosourcés à certaines concentrations suivies de différentes conditions de modification thermique. Ensuite, les résultats ont révélé que le bois modifié à partir de ces produits biosourcés
peuvent améliorer la stabilité dimensionnelle et la durabilité biologique de manière significative. Cette amélioration fonctionne avec succès pour l'aide européenne. Ensuite, je me suis demandé, il est probablement la méthode que nous avons utilisée peut être utilisée pour le bois à croissance rapide qui ont fait la stabilité dimensionnelle et la durabilité biologique. On les découvrira plus tard. Merci encore Université de Lorraine pour ce prix de thèse 2020 et merci à vous tous. Bonne journée. Merci beaucoup, avec le délicieux accent qui convient. Comme c'est important, l'importance de l'environnement, vous vouliez dire un mot sur Oui, c'est vrai qu'en plus, Madi donc, est indonésien et il a reçu en fait le label européen par l'Université de Lorraine parce qu'il a travaillé un tiers de son temps en Allemagne. Il a effectué un tiers de sa thèse en Allemagne, donc à l'Université de Göttingen, donc sous la direction du professeur Holger Minitz. Et voilà, il a aussi reçu le premier prix de ma thèse en temps 180 secondes en Indonésie, donc organisé par Campus France. Voilà, donc ça démontre l'internationalité. Et puis donc à côté de ce prix de thèse, je voulais citer aussi parce que c'est comme mes collègues, c'est très difficile de distinguer les différents doctorants. Et donc nous avons attribué cette année le prix innovation de l'ED donc à Sarah Albé-Slaby qu'on a vu tout à l'heure dans la présentation. Et donc elle était plus sur un contrat avec un industriel. Mais donc elle était co-auteure de nombreuses publications avec également 2 brevets. Donc c'est pour ça que c'était difficile de distinguer les 2 doctorants. Donc c'est pour ça qu'on a créé et là, c'était la Pologne qui était à l'honneur. Voilà, et là, c'est une doctorante polonaise. Merci beaucoup pour les explications. Bravo. Merci. On peut applaudir Christine, on peut applaudir bien évidemment le prix de thèse. L'Université de Lorraine qui s'engage à évaluer constamment les bénéfices et les risques liés aux avancées du savoir scientifique. Engagée au cœur de la cité, l'Université de Lorraine eh bien, contribue aussi à la formation de citoyens libres, mais aussi responsables, dans le respect des valeurs humanistes. Alors ce que l'on appelle la responsabilité, c'est aussi très important dans les valeurs de votre université. Alors la suite de la cérémonie, c'est avec l'école doctorale Sirena et Sciences et Ingénierie des ressources naturelles. Nous accueillons sa directrice, Elmira Arab Teranikan. Elmira, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour Lara. Ravie d'être avec vous. Alors on va parler de votre belle école aussi dans quelques instants. Quelques chiffres sur le nombre de laboratoires et de doctorants justement au sein de Sirena. L'école doctorale Sirena est composée de 14 laboratoires de recherche de l'Université de Lorraine, de l'INRAE, du CNRS, de l'AgroParisTech et également de l'IGN, sur des thématiques de recherche pluridisciplinaires. Nous avons environ 200 doctorants inscrits par an et plus de 300 chercheurs, enseignants-chercheurs et ingénieurs de recherche au sein de l'école doctorale. Alors on parlait des élèves qui viennent de partout dans le monde, c'est votre cas aussi? Exactement. Donc, on a un pourcentage très important des doctorants étrangers et de multiples nationalités, des différentes cultures au sein de l'école doctorale Sirena. C'est notre richesse, richesse de l'école doctorale Sirena et également de l'Université de Lorraine. Mais on encourage également les doctorants au sein de Sirena de partir, à réaliser une mobilité internationale dans un laboratoire étranger à l'aide des différents dispositifs proposés par l'Université de Lorraine, comme les bourses DREAM et également les financements de coopération internationale. Ça fait partie de votre ADN, c'est de mobiliser, de faire comprendre justement l'importance de cette mobilité internationale. Ouverture esprit et partir, apprendre et rayonner dans un autre labo et apporter le savoir-faire au sein de labo, au sein de laboratoire, au sein de l'Université de Lorraine, bien évidemment. Surtout aujourd'hui, c'est vrai. Alors vous souhaitez les féliciter, je le sais toutes et tous, pour des travaux qui ont été longs, vous m'avez dit, mais très sérieux. C'est à l'unanimité de la part de tous les directeurs et directrices, mais vous y teniez aussi. Juste, je vais préciser qu'au sein de l'école doctorale, nous avons un prix, prix de thèse international depuis l'année dernière pour récompenser un doctorant méritant, bien évidemment, qui aura réalisé une mobilité internationale dans un laboratoire de recherche pour une période d'au moins 6 mois. Très bien.
Et pour féliciter, bien sûr, donc je tiens à féliciter les docteurs 2019-2020. Vous pouvez être fiers de vous pour tout ce que vous avez fait également. Voilà, votre connaissance, la réalisation de votre thèse qui n'était pas si facile pendant la période Covid, bien évidemment. Exactement. Où hésite? De qui s'agit-il? Mais regardez. Bravo, fier et heureux de porter cette écharpe. Et le prix de thèse est attribué à David Beckart du Centre de recherche pétrographique et géochimique. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous. C'est un peu dommage qu'on ne puisse pas faire cette cérémonie en présentiel, mais au moins on a l'occasion de faire ces petites vidéos. Et donc je m'appelle David Beckart, j'ai fait ma thèse au CRPG de Nancy et je suis ravi d'avoir reçu récemment cette écharpe bleue ainsi que ce cadre et donc d'avoir obtenu le prix de thèse de l'école doctorale Sirena. En quelques mots, mes travaux de thèse ils portent sur l'étude des gaz rares qui sont présents dans l'atmosphère et dans le manteau terrestre. Donc les gaz rares, c'est l'hélium, le néon, l'argon, krypton, xénon. Et ils ont la particularité d'être inertes chimiquement. Donc ils vont simplement réagir par des processus physiques. Ça en fait d'excellents traceurs des éléments qu'on dit volatiles majeurs, qui sont l'eau, le carbone, l'azote, et qui sont des éléments qui nous intéressent tout particulièrement parce que la vie repose sur les réactions chimiques de ces éléments. Et donc, mon travail a été d'étudier la composition de matériel extraterrestre, les météorites, les comètes, et de comparer les compositions qu'on observe donc dans l'espace avec ce qu'on a sur Terre, pour essayer d'établir un lien génétique entre les briques élémentaires de la formation planétaire et puis ce qu'on a aujourd'hui sur notre planète. Et donc, analyser l'intérieur de la Terre, c'est pas chose aisée parce qu'on n'a pas un accès facile aux profondeurs de la Terre. Donc, une façon de documenter la composition de notre Terre, c'est d'analyser les gaz volcaniques qui émanent à sa surface. Et donc, j'ai ainsi pu analyser donc, les gaz rares dans des émanations volcaniques qu'on est allé échantillonner, par exemple, à Yellowstone aux États-Unis ou dans la région de l'Eifel en Allemagne. Dans l'ensemble, ce travail, il a apporté une meilleure compréhension des différents processus qui ont amené à rendre notre planète habitable. Depuis les apports d'éléments volatiles que je mentionnais précédemment, donc l'eau, carbone, azote, etc., jusqu'à donc l'évolution des différents réservoirs géologiques de notre planète. Donc, je vais profiter des dernières secondes qui me restent pour remercier mes directeurs de thèse, Bernard Marty et Laurent Tissandier, ainsi que donc, le CRPG, qui a été donc, mon laboratoire d'accueil pour cette thèse, et au sein duquel je me suis vraiment épanoui et j'ai trouvé un environnement de recherche vraiment idéal. Je souhaite enfin remercier donc, les personnes qui ont organisé cette cérémonie
et le comité de sélection qui a donc élu ma thèse comme prix de thèse de l'école doctorale. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite une bonne cérémonie et à bientôt peut-être. Bravo et à bientôt, David. Un petit mot, Elmira. Je félicite David. C'est un vrai chercheur, un chercheur de haute qualité, à savoir que nous avons reçu plusieurs dossiers l'année dernière. Le conseil, il a choisi son dossier à cause du nombre de publications, beaucoup de publications dans les journaux de qualité. Donc, actuellement, il est en postdoc aux États-Unis. Donc, ça continue. Ça. Bravo. Eh bien, merci beaucoup pour la belle présentation aussi de votre école doctorale. À bientôt. Quand je parlais d'innovation, de nouvelles technologies au sein de l'Université de Lorraine, eh bien, il faut souligner aussi votre présence, par exemple, sur les réseaux sociaux. Il y a blog, Facebook, j'ai vu aussi un Twitter pour avoir toute l'actualité de l'université, et c'est important. On y retrouvera d'ailleurs les grands moments apparemment de cette cérémonie. Alors, place à l'école doctorale, c'est l'avant-dernière d'ailleurs, et oui, de notre belle cérémonie. Il s'agit de sciences juridiques, politiques, mais aussi économiques et de gestion. Nous accueillons Jean-Noël Horry, son directeur. Jean-Noël, bonjour. Bonjour. Vos doctorants mènent des recherches au sein, si j'ai bien retenu, de 4 centres. Exactement, oui. 4 centres, en fait, qui relèvent du périmètre du pôle scientifique à JPEG, du même nom de l'école doctorale d'ailleurs, ce qui facilite les interactions entre nos institutions. Alors plus particulièrement le BETA pour les thèses qui sont soutenues en sciences économiques, le CEREFIGE pour les thèses en sciences de gestion, l'IFG pour les thèses en droit privé et sciences criminelles et en histoire du droit, et l'IRENE pour les thèses de droit public ou de sciences politiques. Très bien. Alors, les thèses ont toujours beaucoup de diversité. Ça, je l'ai noté en relisant tout le dossier sur votre école doctorale. C'est encore peut-être plus vrai d'année en année, et la dernière année assez particulière. Oui, c'est vrai que la diversité est une constante au cours du temps, mais bon, c'est aussi parce que nos doctorants ils travaillent dans le cadre des sciences de la société. Évidemment, cette diversité elle est inhérente aux sciences de la société, c'est ce qui en fait notre richesse, je pense. Par exemple, on a encore des doctorants, et heureusement, qui travaillent sur des sujets de thèse, je dirais, qui contribuent à renforcer l'érudition. C'est notamment le cas en histoire du droit, avec, par exemple, cette année, une thèse qui a été soutenue sur les racines historiques locales du droit constitutionnel. Oui. Il y a des choses, en fait, d'autres sujets plus en lien avec la société, le droit public et privé. Oui, notamment en droit, je dirais, les doctorants visent également à faire progresser la doctrine en sciences juridiques, mais pour autant, bon nombre de leurs sujets, je dirais, sont des enjeux, enfin, abordent des enjeux très actuels dans notre environnement, que ce soit national ou international. On en aura une illustration tout à l'heure à travers la thèse de droit public qui est à l'honneur cette année, puisque son auteur a reçu le prix de thèse d'établissement. Mais par exemple, en droit privé, je pourrais citer une thèse sur le juge et l'accord collectif de travail. Oui, alors d'autres sont, est-ce que plus préoccupés encore les derniers mois, et j'ai envie de dire la dernière année, par notre société, peut-être ? Plus préoccupés que d'autres doctorants, je ne sais pas, par notre société. En tout cas, le choix de leur sujet de thèse est en lien direct avec, je dirais, des préoccupations sociétales. Donc, évidemment, ces thèses ont un caractère empirique plus marqué. Pour autant, il serait faux de penser que ce ne sont que des descriptions, et encore moins des études de marché à visée professionnelle, parce que, outre le caractère empirique, je dirais, ces thèses s'ancrent dans la théorie qui sont propres à leur discipline. Donc, je pourrais citer, par exemple, une thèse de sciences économiques qui portait sur l'activité financière, les causes et conséquences de l'activité financière sur la dynamique des prix agricoles, qui au passage a reçu également un prix de thèse, pas celui d'établissement, mais du pôle scientifique à JPEG. Son auteur était Camille Aït-Youssef, ou une thèse dans le domaine des sciences de gestion et qui s'intéressait aux évolutions des comportements du consommateur, par exemple sur l'impact de l'utilisation d'une couleur de fond sur les évaluations ou les décisions des consommateurs ou des lecteurs. Alors, une chose que vous voulez en tous les cas mettre en avant, on l'a dit aussi dans d'autres écoles doctorales, c'est la diversité, qui est source de tellement de belles choses et de richesses.
Bien sûr, pour moi, la diversité est et doit demeurer, je dirais, dans le domaine des SHS et pour ce qui nous concerne dans le domaine SJPEG. Alors évidemment, ça a pour corollaire que tous les sujets de thèse ne sont pas de nature à intéresser au premier abord les partenaires socio-économiques, notamment les entreprises, en tout cas suffisamment pour qu'elles pourvoient au financement de tous les doctorants. Pour autant, il me semble que c'est important et que ça serait dommage de vouloir en fait cantonner notre domaine à des sujets de thèse dont l'intérêt, je dirais, serait mu uniquement par un retour sur investissement ou par des préoccupations d'ordre de rentabilité socio-économique, de rentabilité économique, pardon. Alors c'est pour ça notamment mais je pense que c'est une caractéristique commune aussi aux autres domaines SJPEG, que les financements doctoraux de l'établissement restent importants. Pour autant, moi, je me félicite que d'autres collègues dans notre domaine viennent de plus en plus à proposer des sujets qui peuvent intéresser des partenaires comme la Grande Région ou qui, en fait, répondent à des sujets, en fait, qui sont portés, par exemple, par le dispositif Lorraine Université d'Excellence, ou encore qui peuvent intéresser des organisations ou entreprises par le biais de conventions CIFRE, par exemple. Vous pouvez. Eh bien, voici ces docteurs. Bravo! Et le prix de thèse est attribué à Pascaline Motsch de l'Institut de recherche sur l'évolution de la nation et de l'État. On l'écoute. Tout d'abord, je suis particulièrement honorée de recevoir ce prix de thèse de l'Université de Lorraine, sachant que c'est au sein de cet établissement que j'ai effectué toutes mes études. Alors cette thèse, elle porte sur la doctrine des droits fondamentaux des États. C'est une doctrine qui a dominé la discipline du droit international du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et qui transpose les droits de l'homme aux nations. Disons, pour faire simple, que selon cette doctrine, toute nation a le droit fondamental de persévérer dans son être, et ce, à travers l'exercice plénier de la souveraineté. Après la Seconde Guerre mondiale, la doctrine des droits fondamentaux des États a été peu à peu abandonnée, ne serait-ce que parce qu'en Europe, l'esprit du temps ne se prêtait plus vraiment à la promotion de l'État-nation. Et donc l'idée de cette thèse, c'était à la fois de revisiter cette doctrine des droits fondamentaux des États, pour voir si elle pouvait être réinvestie pour interpréter certaines évolutions du droit positif contemporain, notamment les évolutions liées à la construction européenne. Et il s'avère que cette vieille doctrine peut être utile au moins sur deux points. Premièrement, elle permet de déterminer si l'État membre de l'Union européenne est toujours souverain, ou si c'est l'Union européenne qui est devenue souveraine, ou encore si la notion de souveraineté doit être écartée pour appréhender les relations entre l'Union et ses États membres. Deuxièmement, sachant que les États membres revendiquent de plus en plus devant la Cour de justice leur droit au respect de l'identité nationale pour faire obstacle aux droits de l'Union, est-ce que ces revendications doivent être interprétées dans le sens d'une réaffirmation de la souveraineté nationale, c'est la perspective étatiste, ou est-ce qu'elles doivent être interprétées comme une confirmation du dépassement de la souveraineté nationale, c'est la perspective fédéraliste. D'abord, merci au service de la présidence de l'Université de Lorraine qui mettent les lauréats des prix de thèse à l'honneur. Merci également aux membres et au personnel de l'école doctorale SJPEG et notamment à son directeur, le professeur Horry, qui m'a envoyé un très sympathique message de félicitations début juillet. Merci également à mon ancien laboratoire auquel je suis toujours associée, l'IRENE, l'Institut de recherche sur l'évolution de la nation et de l'État. Merci à l'équipe d'appui, aux enseignants, aux doctorants
pour leur aide et leur soutien. Merci évidemment à mon directeur de thèse, le professeur Jean-Denis Mouton, qui m'a proposé de travailler sur ce beau sujet et qui par conséquent a largement contribué à ma qualification et à mon recrutement en tant que maître de conférence à l'université de Cergy-Pontoise. Enfin, merci à mes proches et notamment à mes parents qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours poussé à persévérer, ne serait-ce que pour percevoir au bout du chemin cette lueur de fierté dans leur regard. À eux, un très grand merci. À tous, un très grand merci. Bravo Pascaline, c'est émouvant son message et on n'oublie pas les familles, c'est vrai, qui ont aidé aussi à la réussite, c'est certain. Vous vouliez rajouter quelque chose sur le travail ô combien à la fois rigoureux, passionnant? Je ne suis pas moi-même juriste, donc je me garderai bien de porter un jugement sur l'utilité du travail de Madame Motsch. Pour autant, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, évidemment, ça a déjà été souligné par mes homologues, le choix en fait de la thèse qui va être proposée pour le prix d'établissement est toujours difficile et effectivement, donc nous avons eu des candidatures parmi lesquelles il était difficile de trancher. Ça a été un choix collectif déjà parce que les laboratoires ont fait un premier filtre et ensuite en fait c'est le conseil de l'école doctorale donc qui finalement a choisi. Je dirais qu'à posteriori, je pense qu'on ne s'est pas trompé puisque Madame Motsch donc a souligné qu'elle avait été qualifiée directement à l'issue de sa thèse par le Conseil national des universités et recrutée directement en tant que maître de conférence. Pour autant, je voudrais ne pas oublier également l'ensemble des doctorants, des docteurs maintenant, et à défaut de pouvoir les féliciter de vive voix, j'aimerais le faire par l'intermédiaire de cet écran. Eh bien voilà, c'est fait. Et on salue toutes les personnes qui sont chez elles, chez eux. Si Merci vous me beaucoup. permettez, oui, Jean-Noël. un tout petit mot, ça a déjà été souligné également par mes homologues, mais je voudrais également remercier très chaleureusement l'équipe de l'école doctorale JPEG, en particulier donc, le directeur adjoint, Joran Zonle, la gestionnaire pédagogique, Sandrine Tchéky, les gestionnaires administratifs, Stéphane Le Breton et Juliette Marchal, et je n'oublie pas non plus dans mes remerciements tous les collaborateurs de la Maison du Doctorat, avec qui, évidemment, nous avons des interactions au sein de notre école doctorale. C'est important de ne pas les oublier, de n'oublier personne. Merci beaucoup, Jean-Noël Horry, merci. Et nous... Oui, on peut les applaudir. On arrive à la dernière école doctorale, dernier prix de thèse. Il s'agit de l'école SLTC, Société Langage Temps Connaissance. Nous accueillons sa directrice, Cécile Bertrand d'Eggenbach. Cécile, bonjour et bienvenue. Ravie de vous avoir. On va parler de votre bel établissement, de votre belle école dans un instant. Pour parler de vos activités, effectivement, au sein de votre école, Cécile, vous organisez, alors, journée doctorale. Il y a aussi... il y avait des choses de prévues, en tous les cas, c'est ça que vous vouliez dire, et qui ont été reportées. Mais heureusement, vous aviez des visios et des possibilités de travailler autrement. Oui, je voudrais bien en parler. Bon, c'est un travail Mettez énorme. bien le micro près de votre bouche. Oui, d'accord. Bon, voilà, la dernière activité, elle nous a été suggérée par ces mois difficiles que nous avons vécus. Donc, nous avons été enfermés, confinés, bouclés. Donc, difficile de communiquer. Puis... alors quand l'activité a repris un petit peu, on a pensé à l'école doctorale, on s'est dit en fait beaucoup de nos doctorants ils sont pas à Nancy, ils sont pas à Metz, ils habitent loin, ils habitent pas seulement dans d'autres coins de la France, parfois aussi à l'autre bout du monde. Alors on s'est dit que ce merveilleux outil que nous avions découvert qui s'appelle Teams et qui a vraiment envahi notre vie quotidienne, on allait en profiter. C'était une magnifique opportunité pour organiser, pour rassembler les doctorants. Et donc, on a décidé de faire une fois par mois les lundis de l'école doctorale. Et donc, le lundi prochain, le premier lundi, c'était le mois dernier.
Et voilà, donc on se réunit, on se retrouve à distance, mais quand même proches les uns des autres, et les doctorants qui le souhaitent viennent présenter leur recherche, qu'elle soit à leur début ou qu'elle touche à leur fin. C'est important. On peut se parler, oui, voilà. Alors, il y a des prochains rendez-vous qu'on va noter avec vous. Je crois qu'il y a un qui était prévu à Reims l'an dernier et qui va être reporté là tout début février. Oui, bon, ça c'est aussi depuis 2 ans. Donc nous nous sommes rapprochés des écoles doctorales sciences humaines et sociales de Strasbourg et de Reims, donc la région Grand Est. Et nous avions fait une première journée à Strasbourg en 2018, une deuxième à Nancy. Alors celle de 2020, elle devait avoir lieu à Reims en avril dernier sur le thème du travail. Le travail d'aujourd'hui, d'hier, de demain. Bon, malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu, mais elle aura lieu quand même toujours grâce à ce merveilleux outil qui cette fois n'est plus Teams mais Zoom. Elle aura lieu donc le 2 février prochain et donc nous permettra aussi de rassembler les doctorants de Strasbourg, de Reims, de Lorraine, les doctorants de la région Grand Est. Et là, je tiens à souligner leur investissement, leur mérite dans l'organisation de cette journée. Donc, ils y ont mis beaucoup du leur. Ils ont aussi pu, lorsqu'on a dû passer en distanciel, réagir, rebondir, remettre tout en place. Et je tiens à rendre un hommage particulier à un de nos doctorants qui est Jorge Valdenebro Sanchez, qui a vraiment porté à bout de bras toute l'organisation et qui a su stimuler ses collègues des autres écoles doctorales. Alors, vous parlez de Zoom, de Teams ou autres procédés, moyens virtuels. Il y aura peut-être un présentiel, soyons optimistes, pour le mois d'avril. Soyons optimistes, oui. C'est prévu pour le 22 avril prochain. Donc voilà. Cette fois, ce sera sur l'île du Saulcy à Metz. Donc une journée où les doctorants qu'ils souhaitent pourront présenter leur poster. Jusqu'à présent, on a une trentaine de réponses de doctorants donc, qui souhaitent présenter leur recherche. Et là, c'est la directrice adjointe de l'école doctorale, Anne-Marie Chabrol-Zerettini, qui a pris l'organisation en main. Donc, on a aussi invité une personnalité du monde du doctorat en sciences humaines et sociales, donc, qui est l'auteur d'un site très, très suivi par nos doctorants qui s'appelle réussirsathèse.com, et donc Émilie Doré qui viendra nous parler avec les doctorants donc, de ce sujet beau moment intéressant, oui, sujet intéressant entre tous qui est le doctorat. Parfait. Et vous voulez remercier, pour terminer, je le sais, les gestionnaires. Remercier la directrice adjointe Anne-Marie Chabrol-Zerettini, dont je viens de citer, et aussi les gestionnaires sans qui rien ne serait. Gestionnaire pédagogique Sabrina Schwarz, qui a pris ses fonctions récemment et qui s'en tire brillamment, et aussi les 2 gestionnaires administratifs très efficaces qui sont Isabelle Vitry et Fatima Tourki. Parfait. Voici les docteurs, vos docteurs, regardez. Bravo. Et le prix de thèse, il est remis à Julie Primerano du laboratoire lorrain de sciences sociales. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très honorée de recevoir ce prix de thèse et je remercie sincèrement les membres du jury. Je souhaite également remercier les différents appuis dont j'ai pu bénéficier pendant la réalisation de ce travail. Donc mes directrices de thèse, Thierry Schrecker et Ingrid Voléry, mes collègues doctorantes, doctorants et titulaires du 2L2S, famille et proches. Je souhaite également remercier les différentes personnes qui ont accepté de se prêter à l'exercice d'un entretien de recherche ou plus largement de me guider dans la découverte de cet univers complexe des cancers du travail,
Leur aide a été dans ce travail primordial. Je souhaite enfin remercier également l'Institut national du cancer pour le contrat doctoral qui m'a été attribué en 2015 et qui m'a permis de réaliser ce travail dans de bonnes conditions. Ce prix représente pour moi un bel aboutissement d'un cursus qui s'est intégralement déroulé à l'Université de Lorraine et la reconnaissance d'un sujet qui m'est cher. Donc mon travail de thèse part d'un constat à fort enjeu social, commun aux travaux sociologiques qui ont abordé cette question des cancers professionnels, celui de leur sous-reconnaissance. En effet, les cancers du travail sont très peu reconnus comme tels et restent souvent cantonnés dans l'invisibilité. J'ai donc cherché à questionner cette catégorie cancer professionnel à travers son histoire et les manières dont elle est appliquée aujourd'hui. J'ai également cherché à saisir les attentes de celles et ceux qui s'inscrivent dans les parcours de reconnaissance du caractère professionnel de leur cancer, leur façon d'aborder et de percevoir cette catégorie, et les effets en retour que cette catégorie pouvait avoir sur eux et leur façon de se subjectiver, en regard notamment de leurs inscriptions sociales. Donc la question des corps traverse également mon travail, à travers l'analyse de la place qu'ils occupent dans les logiques de catégorisation. Mon travail s'inscrit donc à la croisée de différents champs de la sociologie, sociologie des cancers professionnels, des corps ouvriers ou encore de la médecine. Donc ma thèse repose sur une méthodologie qualitative qui mêle entretien, observation et analyse documentaire. J'ai rencontré et suivi le parcours de malades dont le cancer était pensé à un moment donné comme étant possiblement d'origine professionnelle, ou bien leurs proches lorsqu'ils n'étaient plus là. J'ai donc mené des entretiens avec eux, mais aussi avec des agents administratifs, des médecins, ainsi que des acteurs associatifs et syndicaux, afin de mettre en perspective les différentes logiques de catégorisation. J'ai parallèlement mené des observations de consultation dans un centre dédié aux pathologies professionnelles, de séances d'expertise institutionnelle et de permanence associative. Donc mon travail a particulièrement bénéficié de l'appui de 2 structures qui ont soutenu mon accès au terrain, le Centre de consultation de pathologie professionnelle de Nancy et une association d'aide aux victimes de l'amiante dans les Vosges. Je les remercie vivement. Donc mon travail a finalement mis en lumière l'existence de tensions mais aussi de mécanismes d'imprégnation des logiques de catégorisation entre les sphères administratives, médicales et associatives. Les différentes catégories d'acteurs, donc médecins, bénévoles, malades, peuvent coopérer ou s'opposer entre elles, mais aussi à l'intérieur d'elles-mêmes. Ces sphères sont en fait des mondes conflictuels. Construire et reconnaître un cancer professionnel mobilise de nombreuses logiques, au-delà même des considérations scientifiques et médicales, qui ne s'accordent pas toujours. En revanche, mon travail montre que les considérations morales sont quant à elles bien transversales et à l'appui donc d'injonctions multiples à être à la fois un bon travailleur, un bon ouvrier et un bon malade, voire une bonne victime. Donc sur ce point, ma thèse montre que les malades s'inscrivent souvent dans une procédure de reconnaissance et de réparation sans même se définir au préalable comme des victimes ou en attribuant des responsabilités bien nettes, orientées vers sa démarche plutôt par un médecin, un ancien collègue ou une association. Ces éléments conduisent à nuancer un modèle sociologique classique du processus qui conduit les individus à recourir au droit. Enfin, ma thèse montre également que les catégorisations ont des effets sur les individus et les collectifs en renouvelant leurs identifications. Donc ces résultats participent à apporter des éléments de discussion sur les classifications et leurs effets, mais aussi à construire une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les malades du travail et à faire reconnaître leurs droits. Donc cette immersion, pendant 4 ans, dans la problématique de la réparation des atteintes du travail, m'a donc conduite à développer un intérêt fort pour les enjeux de santé au travail, un intérêt que j'entretiens aujourd'hui à travers mon post-doctorat, réalisé dans un organisme central de prévention pour la santé au travail en France, l'INRS. J'espère pouvoir continuer à apporter ces sujets dans des recherches et publications ultérieures, et je remercie l'attribution de ce prix de thèse de me soutenir dans cette perspective. Merci. Bravo à Julie. Un mot de votre part, Cécile. Oui, alors mes collègues l'ont dit aussi, quand on doit choisir quelqu'un pour le prix de thèse, bon, c'est toujours un dilemme. Les dossiers étaient bons, c'était des disciplines différentes. Alors, qu'est-ce qui a finalement attiré particulièrement l'attention du jury? Compliqué à dire. Non, pas tellement, parce qu'en fait, on a été sensible à l'apport d'une discipline des sciences humaines et sociales, la sociologie,
à un sujet qui est habituellement plus l'apanage, donc le cancer des médecins, des disciplines médicales. Ici, la thèse de Julie apporte vraiment un éclairage nouveau sur ce que peut avoir de difficile, de cancer professionnel, mais elle a mené des enquêtes qui éclairent de manière significative ce phénomène. Et puis aussi, alors on parle beaucoup d'internationalisation du doctorat, et c'est une excellente chose, mais ça n'empêche pas aussi de souligner que les Lorrains font d'excellentes thèses en Lorraine aussi. Donc, bien sûr. Voilà. Il fallait le dire et le souligner. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, je crois qu'il y a un professeur ou un directeur qui allait partir en Bretagne, qui allait quitter la Lorraine, qu'il aurait plus de soleil. Mais en fait, en Lorraine, on a énormément de soleil, ça ne se voit pas tout de suite, mais c'est beaucoup à l'intérieur. Et c'est le plus important. Merci beaucoup à vous. Merci. Cécile. Vous pouvez toutes et tous vous applaudir. Je pense qu'on peut applaudir les directeurs, directrices qui ont participé à cette très belle cérémonie innovante, novatrice, e-événement. On va peut-être regarder le mur de selfie, bien oui, une dernière fois. Il y aura de toute façon sur, notamment, vous vous connecterez sur les réseaux de l'école, de l'Université de Lorraine, mais avec Alumni. Mais est-ce qu'il y a, voilà, des derniers messages? J'ai vu, et en régie, il y en avait pas mal pendant ce temps que j'avais des questions-réponses avec les intervenants. Mais merci à vous toutes et tous d'avoir participé virtuel. Et vous, ici en live, dans cette magnifique salle d'honneur de l'université, c'était un très grand plaisir et honneur, en tous les cas, pour moi d'être avec vous. Je l'ai toujours défendu, d'ailleurs, votre Université de Lorraine, en disant que c'était un pôle d'excellence, vraiment. Donc, longue et très belle route à toutes et à tous. Vous, je parle aux docteurs, aux prix de thèse et à tous ceux qui travaillent. Très honoré, oui, d'avoir été parmi vous. Je dirais juste qu'il faut faire les choses, je le dis à mes enfants aussi, avec toujours beaucoup d'envie et de passion. À mon avis, c'est le principal. Et surtout, il n'y a à mon avis, il n'y a que dans le dictionnaire où le mot récompense vient avant le mot travail. Merci en tous les cas pour votre attention. Vive la Lorraine et son université qui l'a fait briller. Je vous embrasse très fort. Il est encore temps de dire belle année, prenez soin de vous. Merci.